Bon, bonjour à tous. On va démarrer pour tenir le temps. Donc j'ai le plaisir de modérer cette session dite soignant ou paramédicale avec des interventions de 3 infirmières de pratique avancée. Vous savez, c'est un nouveau métier qui nécessite de communiquer sur un peu les apports que peuvent apporter ces infirmières qui ont fait un master. Donc sur le thème de la prise en charge des pathologies psychiatriques vieillies. Donc trois intervenants que je vais présenter en même temps, et puis puisqu'elles vont alterner, et puis je pense qu'on fera les questions à la fin. Voilà. Donc première intervenante qui nous vient de Paris, du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, et d'une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé, c'est Madame Sita Gakou. Ensuite, nous aurons Madame Élodie Vignon, qui, elle, nous vient de Clermont-de-Loise, de l'EPSM de Clermont-de-Loise, et qui travaille en CMP de proximité adulte, mais avec une filière de personnes âgées. Et enfin, Caroline Roux, infirmière de pratique avancée, qui travaille à Limoges, au pôle universitaire de psychiatrie de l'adulte, de la personne âgée d'addictologie, et qui vous parlera d'un sujet qui lui tient à cœur, notamment sur la réhabilitation psychosociale, notamment tout ce qui peut se faire éventuellement en hôpital de jour. Donc je leur laisse la parole et puis on fera les questions à la fin. N'hésitez pas à les marquer pour que... Donc bonjour à toutes et à tous. Donc contente d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ce qu'on fait sur une équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé. On a voulu cibler en fait la qualité de vie des patients présentant un trouble psychotique vieillissant ou tardif et pas trop forcément s'attarder sur tous les autres troubles. Voilà, donc ma partie c'est la coordination des soins avec un regard donc via une MPSA. Donc je déclare aucun conflit d'intérêt. Alors dans un premier temps, je voulais faire un petit retour sur l'handicap psychique, puisqu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais nos patients sont tous concernés. Pour les personnes présentant un trouble psychotique vieillissant ou un trouble psychotique tardif, ce sont, comme on l'a dit hier, des patients très stigmatisés. Ce sont également des patients qui sont présents dans nos lits d'hospitalisation de manière très prolongée. Le recours à la filière médico-sociale est parfois complexe pour ces personnes-là. C'est une population qui est quand même aussi invisible socialement, de par leur handicap. Dans le terme d'handicap psychique, on a l'idée de la stabilisation, de la rémission, du rétablissement. Et on passe du statut d'handicapé et donc de malade et non plus forcément de fou comme on pouvait les stigmatiser en fait auparavant. Le terme d'handicap psychique ne fait pas forcément consensus, mais concerne quand même nos patients. Concernant la symptomatologie, on en a beaucoup parlé hier aussi, donc les symptômes positifs sont assez réduits. On peut percevoir des symptômes négatifs, la fatigue, l'asthénie, l'apathie et bien sûr d'autres. Nous avons également des symptômes dépressifs associés qui sont très fréquents. L'autonomie est touchée. On a une perte précoce des activités de la vie quotidienne, une dépendance qui s'installe. Au niveau social, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément des activités de loisirs, ou si elles en ont, elles sont restreintes. Elles souffrent aussi parfois d'isolement. Elles ont moins de réseaux sociaux et elles présentent aussi malheureusement des difficultés économiques. Et comme on le disait aussi hier, on peut parler d'une troisième stigmatisation concernant les finances de ces personnes. Alors la qualité de vie, donc pour revenir dessus, je me suis attardée uniquement sur une seule et unique échelle et je vais laisser le soin à Élodie de développer d'autres échelles qu'elle pourra partager avec vous. Donc la SF36, c'est une échelle qui est utilisée chez nos personnes présentant des troubles neurocognitifs avec un MMS supérieur
à 16. Donc les domaines étudiés sont souvent l'activité physique, la vie, les relations avec les autres, les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, les limitations dues à l'état psychique et les limitations dues à l'état physique et la santé psychique en général. Les dimensions physiques, psychologiques et sociales sont évoquées au travers de cette échelle. Petit retour aussi sur la sectorisation et le secteur, donc la fameuse circulaire du 15 mars 1960. Et dans cette circulaire, il a été quand même dit qu'on devait déployer une continuité des soins. Et donc l'avancée dans l'âge ne peut donc constituer une dérogation à ce principe, surtout chez ces patients très sensibles à la qualité relationnelle. La limite du secteur pour cette catégorie de patients, c'est la précarité, l'exclusion, l'handicap, la dépendance, le droit aussi à un logement adapté, souvent des personnes qu'on retrouve parfois dans des hôtels, surtout en tout cas nous sur Paris, la santé mentale et les politiques de la vieillesse. La circulaire de 60 proposait également une incitation forte à faire de la liaison, qui est du réseau. La prise en soin était composée du coup de la consultation de suivi, de l'adaptation régulière du traitement, des visites à domicile, de la prévention et dépistage et de la coordination des soins. Cet engagement est bien sûr mis à mal de par l'augmentation des files actives de nos services respectifs et le manque de moyens alloués pour développer du coup ce type de réseau. Alors, les équipes mobiles sont un maillon de la chaîne du soin pour cette population et elles font un grand travail de coordination auprès de divers partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux, que ce soit en ville, mais également à l'hôpital. Et donc là, c'est une photo en fait de mon équipe mobile sur Paris 10e. Enfin, de la devanture de l'hôpital, pardon. Alors, pour un rappel, je pense que dans la salle, vous connaissez tous les EMPSA. Ouais. Petit rappel. Alors, les équipes mobiles, en fait, s'intéressent aux personnes présentant des troubles psychiques. Ce sont des personnes âgées de 65 jusqu'à 70 ans et parfois même 75 ans dans certaines équipes. Toutes les équipes mobiles n'ont pas forcément une tranche d'âge, en fait, n'ont pas forcément la même tranche d'âge. Pour notre équipe mobile sur Paris, on a choisi 70 ans. C'est une équipe pluriprofessionnelle. Donc on peut avoir des médecins, psychiatres, médecins gériatres dans certaines équipes, infirmiers, maintenant c'est nouveau, donc IPA, mais aussi des cadres de santé, psychologues dans certaines équipes aussi. On intervient à domicile, mais aussi en EHPAD ou autre type d'hébergement. Alors pour revenir à la population d'aujourd'hui, donc nos patients présentant des troubles psychotiques vieillis et tardifs, ce sont en général des personnes célibataires, divorcées, veuves, en rupture de soins de longue date pour certains. Certains sont également inconnus de la filière psychiatrique. Il nous arrive de faire des rencontres nouvelles, malgré les troubles vieillis. Ce sont des personnes très souvent isolées, en précarité sociale et ayant une existence plutôt marginale. Les signalements qui nous arrivent sur l'équipe mobile émanent en particulier des travailleurs sociaux, assistantes sociales de secteur, associations aussi parfois, de nouveaux médecins traitants. Alors j'ai mis nouveaux, pourquoi? Parce qu'en fait les médecins traitants de famille, comme on pouvait les appeler, ne signalent pas forcément ces personnes-là, parce que le trouble est présent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ne fait pas forcément de bruit puisqu'on est sur des symptômes plutôt négatifs. Donc pour eux, aucune utilité de les signaler. Mais quand on a des départs à la retraite de certains médecins, de nouveaux médecins prennent le relais et là tout de suite se rendent compte en fait de la difficulté en tout cas de leurs patients. Les proches, c'est aussi important de s'arrêter sur eux puisqu'ils sont en souffrance, qu'ils accompagnent pour certains la personne de longue date. Ce sont souvent des parents et au décès des parents, bien souvent c'est la fratrie qui prend le relais pour prendre en charge ces patients. Et souvent, le signalement nous arrive quand on a donc un décès de l'aidant ou une maladie de ce dernier. Nous avons également des patients qui n'ont pas du tout de famille
ou qui ont de la famille qui les ont en fait rejetés, quoi. Alors notre intervention via l'équipe mobile, donc en termes de prise en charge, bien sûr qu'on essaye de mettre en place une alliance thérapeutique, bien souvent en temps record, hein, puisque le délai de prise en charge d'une MPSA ne doit pas être trop long. Bien sûr qu'on a des situations parfois un petit peu complexes et il faut un petit peu s'attarder, mais on essaye de respecter un timing. On prend en compte tout ce qui est insight, psychoéducation, qu'on essaye aussi de développer auprès de cette population. On contrôle l'adéquation du traitement psychotrope. On peut également instaurer une première prescription uniquement si c'est nécessaire. En tant qu'infirmière et infirmière en pratique avancée, le raisonnement clinique pour moi est très important et l'utilisation des théories de soins l'est aussi. Donc j'utilise donc certaines théories comme celle du caring de Dean Watson par exemple. Le comportement en santé de ces personnes est également impactant pour notre prise en charge, puisqu'on a en face de nous des personnes qui sont dans une négligence des soins, qui ne sont pas du tout dans un parcours de soins adapté. Une incurie est également présente. Ce sont des personnes qui se nourrissent pas forcément bien, avec une mauvaise nutrition, une sédentarité, des addictions. On retrouve des addictions chez ces personnes, alcool, tabac et parfois même autres substances, surtout pour les patients plutôt marginaux. Les comorbidités sont également à prendre en compte. Toutes les troubles organiques sont à explorer, les troubles neurocognitifs. Donc en gros, on a tout à faire, quoi. Voilà, il faut vraiment évaluer tout ça. Par la suite, on fait bien sûr une orientation, puisque ce n'est pas nous qui allons les soigner pour ces troubles-là, vers un suivi médical plutôt régulier. Donc on essaye en tout cas de les orienter vers un médecin traitant qui puisse les prendre en charge de manière continue. Et pour cela, on s'appuie sur nos CPTS avec qui nous avons créé des liens. Et on peut aussi, bien sûr, les orienter vers la filière gériatrique quand c'est nécessaire. Donc le parcours de soins, donc, je pense que vous l'avez compris, peut-être un petit peu complexe. Il y a tout à faire, il faut tout créer, il faut faire du partenariat avec les collègues sur le terrain. Et il faut surtout adapter ce parcours au projet de vie et à l'état clinique du patient. Parce que notre objectif premier, c'est ce qu'on garde en tête, c'est quand même d'améliorer leur qualité de vie, en prenant en compte aussi leurs besoins réels. Donc le parcours de soins, donc, comme je l'ai dit, est à construire et la coordination est importante. Alors, la relation avec les familles, on ne peut pas les oublier, on travaille avec eux. Ce sont souvent des personnes qui ont été mises à mal antérieurement, qui peuvent avoir eu des expériences négatives à l'égard de travailleurs sociaux ou autres. Et quand on arrive en fait sur le terrain, quand on arrive chez eux et qu'on souhaite du coup s'occuper de ces personnes en difficulté, il est important de développer une confiance avec la famille aussi. Donc on essaie de renégocier des relations entre les proches et les professionnels, donc de rétablir cette fameuse relation de confiance, puisque ces aidants sont aussi bien souvent vieillissants et ont des difficultés qui peuvent être physiques, psychologiques et parfois même sociales. Donc charge à nous aussi de pouvoir les orienter vers la filière la plus adaptée. Bien souvent, quand ces aidants sont âgés, sont en perte d'autonomie, sont malades, la solution de recours pour ces patients en difficulté, c'est l'EHPAD. Et là, en fait, on passe du statut d'invisible à visible pour ces patients-là. Alors, le patient psychotique vieillissant en EHPAD, donc il y a quand même des avantages. Ça peut être pour lui une identité nouvelle. On passe du statut de l'âgé à la place du statut du psy. Il devient un résident. On a une adaptation de certains en lien avec leur dépendance dans ce nouveau lieu de vie. Donc un gain en autonomie. Ça peut être aussi une amélioration de la qualité de vie pour certains. Certains patients gardent des liens avec l'équipe de psychiatrie, ce qui renforce aussi un bien-être pour eux. Le lieu de vie est plus neutre et peut faciliter la reprise de contact avec les familles. Ces derniers ont moins honte, entre guillemets, d'aller rencontrer une personne présentant un trouble psychique en EHPAD plutôt qu'à l'état psychiatrique. Et l'EHPAD et les pouvoirs publics sont censés être garants de la qualité de vie au sein de ces établissements. Les inconvénients, donc ça peut être aussi une immersion parfois brutale, et déjà parfois dès 60 ans, avec une décompensation possible.
On a une séparation rapide et sans préparation au deuil à la séparation avec les proches. Le manque de place, le refus des structures, l'absence d'expérience de la vie en collectivité peut être un frein. Le changement d'appartenance au groupe entraîne des difficultés d'adaptation. La déstructuration suite à une nouvelle organisation de l'espace des liens, la faible densité de temps de psychologues et d'infirmiers peuvent être aussi des freins et des inconvénients. Le manque de formation, on l'a dit hier aussi, du personnel, avec parfois de l'infantilisation, de la surstimulation ou une trop grande proximité du corps. Une attitude parfois peu bienveillante des autres résidents et parfois des équipes. Et donc la double stigmatisation par l'âge, mais aussi par l'étiquette de patient chronique. L'écart de génération est à prendre en considération. Comme j'ai dit tout à l'heure, 60 ans, moyenne d'âge en EHPAD, 85 ans quasiment. Donc, voilà. Et tout ça peut favoriser un effondrement dépressif, des angoisses de mort et une réactivation du délire et de l'agressivité. Alors, je vous ai proposé quelques exemples. Donc là, c'est une situation du domicile. Monsieur Paul, 70 ans, qui nous a été signalé par une assistante sociale. Donc c'était un schizophrène vieillissant inconnu du secteur. Donc, et c'était sur Paris 9e de mémoire. Il vit seul, pas de médecin traitant, pas de suivi, un frère qui était donc l'aidant principal. Et c'est à la maladie en fait de ce dernier que la situation nous a été signalée. Ce monsieur avait une autonomie en partie préservée. Et nous avons recueilli des informations auprès du pharmacien de quartier. C'était le seul en fait, professionnel de santé dans la boucle où le patient avait tendance à aller acheter de temps en temps quelques médicaments. Voilà. Alors, les préconisations de l'équipe mobile, ça a été tout d'abord de le remettre en fait, dans le circuit du soin via un médecin traitant qu'on a pu trouver avec lui et pour lui. Le CMP aussi, quand même, pour un suivi qui ne sera pas forcément de manière très régulière, mais en tout cas, qui sera de manière régulière, mais pas forcément de manière rapprochée, pas de visite, pas forcément de consultation rapprochée pour ce patient. Et on l'a orienté vers un CATTP spécialisé pour personnes âgées, parce qu'il présentait de l'ennui, de l'isolement, et surtout depuis la maladie de son frère. La deuxième situation, c'est en EHPAD. Madame Jeanne, 71 ans. Elle est en EHPAD depuis 2022, car en perte d'autonomie, ancienne gardienne, qui a toujours vécu seule. 2 filles, 7 petits-enfants, avec qui elle n'a plus de contact. C'est une schizophrénie tardive et vieillissante, et c'est un diagnostic qui a été posé du coup par le MPSA, le médecin de l'EMSA. Donc une intervention a eu lieu donc, en avril 2023, et on avait constaté un état dépressif, une dévalorisation importante, une persécution à l'égard du personnel, des hallucinations auditives, de la boulie, anédonie, des délires de persécution persistants après un traitement par sérotoninergique, donc la sertraline, puisque dans un premier temps, on s'est dit que cette dame était déprimée, et donc on a traité la dépression, et que les symptômes psychiatriques étaient associés donc à cette fameuse dépression, sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que non, qu'il y avait autre chose. Et effectivement, elle a des troubles psychotiques avérés, et donc nous avons instauré en première intention au tout départ de la risperidone, donc là c'était plus le médecin traitant qui l'avait fait, et on a modifié tout ça par de la Abilify, et là on continue à l'avoir, elle est actuellement à Abilify 10 mg. Alors pour l'équipe mobile, donc les difficultés on en rencontre, donc tout n'est pas tout beau tout rose. Pourquoi? Parce que y a cette double stigmatisation qui nous démontre que les représentations en fait des professionnels sont plutôt négatives à l'égard de cette population. On a l'absence des médecins traitants et le suivi d'autres pathologies chroniques est compliqué, tout ce qui est diabète, hypertension artérielle, maladie coronarienne, etc. On a un manque de structures d'aval adaptées. Sur Paris, on n'a pas forcément de LIP de psychiatrie du sujet âgé. On n'a pas de lieu de vie spécialisé pour handicapés psychiques vieillissants, autre que l'EHPAD. Et à l'instar des équipes d'infanto-juvéniles créées en 1974, donc on n'a pas de statut et de moyens véritables intersecteurs de gérontopsychiatrie. Le manque de formation et d'effectifs en EHPAD suivis par des équipes du SAVS ou du SAMSA s'interrompt à 60 ans, donc quid des personnes qui ont plus de 60 ans et qui en ont besoin. Et des difficultés relationnelles de prise irrégulière de traitement du fait que les aides à domicile sont plus facilement accordées pour la perte d'autonomie physique que psychique. Donc formation également pour ce personnel-là. Et l'entrée en EHPAD est souvent difficile à négocier. Alors comment on peut améliorer tout ça? Donc la création récente en fait, de notre surspécialisation est un plus, bien sûr.
Les interventions d'infirmiers spécialisés de secteur ou d'équipes mobiles comme la nôtre, ou des consultations régulières pour assurer la continuité du suivi psychiatrique et valoriser une approche institutionnelle de leur accompagnement peut être aussi un point positif. La préservation des liens avec les équipes de secteur est nécessaire pour faciliter l'insertion et le maintien d'un espace de parole autre et une qualité de vie. On a beaucoup de patients qui préfèrent rester dans nos services que d'aller en EHPAD, ils nous le disent. Donc les structures d'hébergement capables d'accueillir les handicapés psychiques âgés, le développement d'équipes mobiles dédiées aux EHPAD, donc pourquoi pas, et des unités spécifiques pour handicapés psychiques vieillissants, je pense que ce serait aussi un plus pour ces personnes-là. Donc la société a aussi son rôle à jouer, elle est censée être plutôt inclusive, bienveillante à l'égard des personnes handicapées, afin qu'ils puissent participer pleinement à la vie dans la cité. Et on revient à nouveau sur la formation du personnel de l'EHPAD, mais des auxiliaires de vie aussi sur le domicile. Ça fait partie des missions des EMPSA, mais je ne pense pas et je ne crois pas que les EMSA peuvent à elles seules s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Parce que, ouais, bon. Alors, en conclusion, donc la qualité de vie reste au centre de la prise en charge pour cette population qu'on peut aussi étiqueter d'invisible, quasiment. Donc le parcours de soins, la structure d'aval, les disparités selon les régions. Donc là, je vois bien avec les collègues de Limoges, c'est pas du tout le même cas que pour nous à Paris. Les parcours la prise en compte du ressenti et de la qualité de vie est importante, ça je vous l'ai déjà dit. Les formations, on revient dessus, les structures plus adaptées, la prise en charge, même après 60 ans, ce serait bien qu'on arrête l'agisme. Information, prévention, collaboration avec les familles, ça c'est un axe, je pense, qu'il faut développer, et un système de santé, bien sûr, plus adapté. Voilà, merci. Oui. Alors bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Donc pour vous porter un petit peu avec moi sur le regard de la qualité de vie des patients psychotiques vieillissants suivis en CMP, j'ai envie de vous poser la question de est-ce que vous êtes heureux et est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Pourquoi je vous demande ça? J'ai oublié de déclarer que j'avais aucun conflit d'intérêt, voilà, comme ça c'est fait. Alors, pourquoi, en fait, je vous demande si vous êtes heureux? Tout simplement parce que la qualité de vie, c'est pas un concept nouveau. En fait, c'est très ancien. Déjà, dans l'Antiquité, on parlait... Si j'arrive à faire... Comment... Octavio, pour avancer? Ok, c'est bon. Non. Suivant. Pourquoi il ne fonctionne pas? C'est bon. Ici? Ok. Donc, comme je vous le disais, dans l'Antiquité, on s'intéressait déjà au bien-être de l'homme. Ça s'appelait l'eudémonia. Et on identifiait déjà 3 sphères importantes pour atteindre une qualité de vie suffisante. Donc, à cette époque-là, on n'appelait pas ça une qualité de vie, mais on mesurait plus le plaisir finalement et le bonheur. Et les 3 sphères qu'on identifiait, c'est la sphère sociale, la sphère économique et la sphère psychique. Dans le domaine de la recherche médicale, cette notion de qualité de vie, elle arrive finalement dans les années 40, mais plutôt à la fin des années 40, on est plutôt après-guerre. En 1970, ça devient un critère important de l'évaluation de santé. Et en fait, entre 40 et 80, la qualité de vie, c'est plus attribué aux maladies somatiques chroniques. Ça fait son entrée dans le domaine de la santé mentale seulement dans les années 80, où là, on commence à avoir un intérêt pour la qualité de vie de nos patients, en sachant que, malgré tout, quand on regarde, par exemple, le plan...
les plans psychiatriques et santé mentale 2011-2015, on peut noter que la qualité de vie, l'intérêt pour la qualité de vie est cité qu'à 3 reprises et contre 49 fois dans le plan cancer. Donc c'est pour vous dire qu'en santé mentale, c'est quand même un concept qui a eu du mal à arriver. Dans les années 90, l'OMS l'a définie. Donc la définition, vous la connaissez sûrement, mais je vais vous la relire. La qualité de vie est, selon l'Organisation mondiale de la santé, la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de la valeur dans lequel il vit, et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit d'un concept large qui intègre de manière complexe la santé physique, l'état psychologique, le niveau d'indépendance, les relations sociales, les convictions personnelles et la relation aux éléments essentiels de son environnement. Donc finalement, c'est une définition vaste, mais qui a été voulue par l'OMS parce que le but, c'était de pouvoir intégrer le maximum d'individus possible en prenant en compte sa culture et ses origines, et aussi son état de santé, etc., comme c'est bien, bien donné dans la définition. Donc quand on se pose la question de la qualité de vie, eh bien on se demande, on cherche quel niveau on va évaluer, on se pose la question de quelles approches on va utiliser, on se pose la question de si on va évaluer la qualité de vie de façon objective, donc celle que nous on peut évaluer dans notre pratique quotidienne, ou si on va prendre en compte la subjective, donc ça c'est plutôt le vécu du patient. Et le subjectif, c'est bien ce qui peut être assez complexe en santé mentale, justement, parce que avec l'impact des symptômes positifs et négatifs chez nos patients, ça fait souvent varier les choses. Donc la question, c'est jusqu'où on peut aller quand on leur pose la question de la satisfaction de leur qualité de vie. Autre complexité en santé mentale, eh bien, c'est le fait que nos patients souvent ont un insight assez faible. Il y a aussi, il faut aussi prendre en compte l'impact des traitements, l'impact de la maladie, mais ça je vous l'ai dit. Et puis dans ce cas présent, l'impact du vieillissement. Donc tout ça, ça engendre des mesures plutôt spécifiques, avec la création de certaines échelles que je vais vous donner ensuite. Alors j'ai pas de chance avec ça. Voilà. Alors, dans la littérature, il y a énormément d'études sur la qualité de vie des patients schizophrènes, mais jeunes. Si vous tapez dans PubMed les mots-clés qualité de vie, schizophrénie, vous allez avoir facilement plus de 5000 résultats. Si vous ajoutez le mot-clé âgé, vous allez tomber à 2700 résultats, et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas forcément des études qui ont été vraiment construites. Je veux dire, c'est un mot qui est cité, mais il y a vraiment peu d'études sur la qualité de vie des patients psychotiques vieillissants. On retrouve aussi beaucoup d'études, mais alors du coup chez les plus jeunes, sur la qualité de vie qui sont corrélées aux symptômes de la maladie. Juste pour vous dire à quel point les symptômes ont un impact sur la qualité de vie. Je voulais vous dire autre chose, mais c'est pas grave. Donc les instruments de mesure spécifiques, les voilà. Alors attention, ce n'est pas des outils qui sont utilisés forcément en France. Ce sont des outils, et pas forcément chez les personnes âgées. Celle qu'on connaît, nous, c'est la SFP36. Et ensuite, vous voyez, par exemple, la première, c'est une échelle qui a été faite par Lehmann. C'est un des premiers psychiatres qui s'est intéressé à la qualité de vie des patients schizophrènes. Et vous voyez, celle-ci, elle a une particularité parce que lui, dans celle-ci, il mesure
la qualité de vie, mais il parle de qualité de vie, mais en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, il se préoccupe de savoir si les patients ont bien une mesure de protection juridique, chose qu'on ne voit jamais dans nos échelles ici en France. Ensuite, il y en a plusieurs qui sont faites. Alors, les deux dernières, elles sont faites pour les personnes âgées, elles sont faites pour les gens qui ont des troubles cognitifs et des troubles déficitaires. En tout cas, le point commun de toutes ces échelles, c'est qu'évidemment, elles mesurent les domaines que je vous ai cités en début de présentation, c'est-à-dire la santé psychique, le domaine environnemental, mais plus du coup, ça fait référence à l'économie, et les liens sociaux. Il y a certaines échelles qui ne prennent pas en compte, dans toutes celles-ci, la dimension somatique. En fait, on s'attelle vraiment à avoir une mesure de la santé mentale, donc volontairement, on ne met quand même pas la dimension somatique. Alors, sur les CMP, donc juste pour rappel, moi je travaille dans un CMP adulte. En 2023, on a une file active de 1000 patients et sur ces 1000 patients, on a 51 patients qui sont nés en 54 ou avant 54. On a 15 hommes et 36 femmes et le plus âgé de nos patients, il est âgé de 80 ans. Les diagnostics qu'on trouve pour eux, donc on a 18 schizophrènes paranoïdes continus, on a 4 schizophrénies indifférenciées persistantes, on a 16 troubles délirants, 2 schizophrénies hébéphréniques, 5 troubles affectifs bipolaires et 6 autres troubles délirants persistants. Leur point commun, eh bien, ce sont des gens qui sont tous dépendants de la psychiatrie et de l'institution. Alors vous allez me dire c'est logique, ils ont une pathologie psychiatrique, mais en fait non, parce que finalement est-ce que c'est vraiment de qualité que de dépendre de la psychiatrie et de l'institution? Je me pose la question. En tout cas, on n'a jamais réussi à, visiblement, on n'a jamais réussi à pouvoir les orienter ailleurs, à pouvoir les faire prendre un peu d'indépendance par rapport à la psychiatrie. Pour la plupart, ils sont suivis, alors au moins 20 ans, ça va jusqu'à 60 années pour certains. Ils sont tous célibataires ou divorcés. Il y en a aucun qui est en couple actuellement. Il n'y a pas de vie conjugale. Il y a un isolement social important. Alors, on dit isolement social, mais moi j'ai envie de vous dire plutôt un isolement affectif. Il y en a quelques-uns qui ont des troubles cognitifs qui sont identifiés. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des troubles cognitifs, mais en tout cas, il y en a peu pour qui ça a été identifié et pour qui il y a un suivi qui a été engagé. Ils ont quand même des conditions de vie qui restent précaires. Ils sont tous porteurs d'une maladie somatique. Alors, ça va être beaucoup de l'hypertension artérielle, du diabète, etc. Et ils résident en résidence pour personnes âgées, quelques-uns en EHPAD et quelques-uns au domicile. Quand vous leur demandez s'ils sont satisfaits, enfin, pas avec ces mots-là, mais quand vous discutez avec eux, en fait, vous apercevez qu'eux, ils n'ont aucune plainte. En fait, ils demandent rien, ces patients. Ils sont plutôt satisfaits de leur situation. Pour la plupart, le fonctionnement global au quotidien est quand même plutôt préservé. On voit qu'il y a des habitudes qu'ils ont des fois depuis 20-30 ans qui ne changent pas, mais qui du coup les maintiennent dans la cité. Et ils ont tous une mesure de protection juridique. Alors pour vous illustrer un petit peu les choses, je vais vous parler de Madame G, qui est une de mes patientes qui a 75 ans, qui est suivie depuis 45 ans en psychiatrie. Donc elle vit dans son logement depuis au moins 30 ans. Un logement qui est... alors moi, j'y suis jamais allée, mais mes collègues ont pu me rapporter, ou même son fils, que c'était quand même compliqué, puisque le logement n'est pas très bien entretenu, et au vu, en fait,
de sa vieillesse, ça peut devenir compliqué parce qu'il y a quand même un risque de chute, il y a quand même une hygiène qui est assez déplorable, etc. C'est une ancienne institutrice. Et donc cette dame, quand elle vient, le contact il est toujours facile avec elle, elle est toujours de très bonne humeur, le discours il est quand même cohérent, même si on sent bien qu'il y a une activité délirante qui reste derrière. Elle vient toujours aussi les poches remplies de bonbons, ce qui m'inquiète beaucoup. Et puis, il y a aussi, avec son fils, en ce moment, on se pose beaucoup la question, parce qu'il y a une incontinence urinaire qui devient assez invalidante et qui joue aussi sur sa qualité de vie. Et je vous avoue qu'on a du mal à gérer ce problème parce qu'elle s'oppose malgré tout aux aides qu'on peut lui proposer. Donc, si je l'écoute, elle, tout va bien. Elle est satisfaite de sa vie, elle n'a pas besoin d'aide et elle accepte plutôt sa maladie puisqu'elle me dit voilà, c'est comme ça, je suis suivie, j'ai été malade, c'est la vie. Voilà, elle a un traitement psychiatrique qui est plutôt bien équilibré et elle se sent en forme. Et elle a quand même des relations sociales riches, entre guillemets, mine de rien, puisque quand vous discutez avec elle, vous apercevez qu'elle aime bien aller boire son café avec ses copains de quartier tous les matins. Moi, si je dois porter un regard sur sa qualité de vie, mais de façon objective, je me dis, voilà, il y a quand même un problème d'incurie qui est problématique. Je me dis qu'il y a quand même besoin qu'on lui mette des aides. Il y a quand même une consommation de sucre qui est assez alarmante et qui peut engendrer un tas de problèmes cardiovasculaires, diabétiques, etc. Et sinon, objectivement, je peux me dire que oui, effectivement, elle a des liens sociaux qui lui permettent de se maintenir et qu'elle est plutôt stable. Cette deuxième présentation clinique, c'est notre patient le plus âgé. Lui, il a 80 ans, il est suivi en psychiatrie depuis 60 ans. C'est un schizophrène paranoïde qui évolue... il souffre d'une schizophrénie paranoïde qui évolue sur un mode déficitaire. Alors lui, quand il vient au CMP, il est toujours souriant. Ses vêtements, je pense qu'ils n'ont pas changé depuis des années. C'est comme s'il était figé dans le temps. C'est un monsieur qui a travaillé très longtemps en ESAT, donc vous voyez, lui aussi, on voit bien la dépendance à l'institution. Et lui, c'est pareil, il a des troubles cognitifs, des troubles démentiels qui évoluent et qui sont suivis depuis à peu près 6 ans maintenant. Et lui, en fait, le contact est très facile, il est toujours de bonne humeur et il vit en résidence pour personnes âgées. Par contre, il fume énormément. Et le CMP, c'est pour ainsi dire son seul lien social. Parce que quand je vous parle de lien social au CMP, sachez que ce n'est pas des consultations une fois par mois. En fait, c'est des gens quand même, et là je vous parle pour au moins une trentaine de patients sur les 51, c'est quand même des gens qui viennent au moins une fois par semaine ou tous les jours, pour certains au CMP. Et c'est les infirmiers du CMP qui assurent les visites, qui les accompagnent chez les médecins traitants, qui se chargent en fait, qui soient bien pris en charge. Donc c'est quand même énorme pour ces patients vieillissants. Donc voilà, si je l'écoute lui, et encore une fois, lui il ne se plaint de rien. Il me dit que son moral est bon, il n'exprime pas d'angoisse. Et par ailleurs, cliniquement, il n'y a rien d'inquiétant. Il me dit qu'il est content aussi de sa vie. Et puis, si moi je porte mon regard sur sa situation, comme je vous disais, je vois qu'il y a une pauvreté des liens sociaux, qu'il y a quand même des difficultés, forcément au niveau de l'autonomie, en raison des troubles cognitifs. Il y a une incurie, il y a quand même un tabagisme qui est actif plus et qui pourrait devenir problématique dans les années à venir. Bon, voilà, il fume pas depuis hier, il tient comme il peut. Mais on peut, voilà, ça pose question en fait, ce tabagisme qui est actif et pour lequel on n'arrive pas à mettre de choses en place. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a quand même gardé des habitudes, c'est quelqu'un qui se promène énormément.
Alors du coup, je vous ai demandé si vous étiez heureux, mais la question, je leur ai posée à eux. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Donc c'est quelques phrases qu'ils m'ont dit. Donc il y en a un qui m'a répondu que il était satisfait de sa vie parce qu'en fait il rêvait d'avoir une maison et que maintenant il en avait une. Alors lui, quand il me dit ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui est en fait jonché d'abandon, de placement, etc. Et que finalement, eh bien là, il est âgé et enfin il a trouvé une maison. Il y en a certains qui vont me dire qu'ils sont satisfaits aujourd'hui parce que ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas retournés à l'hôpital. Parce qu'il y en a beaucoup finalement qui mesurent aussi leur confort de vie par rapport au nombre d'années passées sans hospitalisation. Il y en a certains qui vous disent que voilà, ils sont contents parce qu'ils boivent un café tous les matins et qu'ils ne demandent rien de plus. Il y en a qui arrivent quand même à dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'angoisse. Il y en a qui vous disent qu'ils ont une vie bien remplie parce qu'ils voyagent. Alors quand ils vous disent qu'ils voyagent, c'est plutôt dans leur tête en fait. Mais là, on voit encore l'impact des symptômes positifs sur la mesure de la qualité de vie finalement et sur la satisfaction. Il y en a qui sont plutôt résilients. Il y a une dame qui m'a répondu que voilà, finalement, elle ne s'était jamais posé cette question, mais que c'est tout, c'est son sort et elle accepte. Il y en a encore un autre qui m'a répondu, voilà, je vis bien parce que je ne retourne plus à l'hôpital. Et un autre qui m'a répondu, je vais bien parce qu'aujourd'hui, personne ne me poursuit. Donc ça veut dire qu'on a encore des symptômes positifs, mais qui sont amoindris à l'heure actuelle. Et puis un qui m'a répondu voilà, que finalement il était libre à l'heure actuelle. Mais alors quand il dit je suis libre, lui c'est pareil, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est quelqu'un qui a été hospitalisé maintes et maintes fois sous contrainte en psychiatrie. Donc en conclusion, la qualité de vie c'est quand même un sujet très complexe à aborder. C'est difficile de l'évaluer parce que finalement ça fait quand même ressurgir des questions éthiques. J'ai même envie de vous dire philosophiques, entre guillemets. Ce qui est important, c'est notre regard de soignant confronté à celui du vécu du patient. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mais il y a certaines études que vous pouvez lire où on voit bien que finalement, nous les soignants, on est parfois beaucoup plus pessimistes par rapport à la qualité de vie que les patients eux-mêmes. Donc, vous voyez là, c'est un regard finalement, c'est quelques recueils, mais il y a quand même un intérêt à pouvoir la mesurer, mais compléter avec un entretien clinique, évidemment. Et il y a besoin, je pense, d'une évaluation régulière. Je pense que c'est important de leur poser assez souvent la question. Et puis, il y a aussi la question des limites de l'amélioration de la qualité de vie en psychiatrie en raison de leur maladie. Qu'est-ce qu'on peut accepter et qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. J'espère que ça va, que vous continuez à suivre. Vous êtes nombreux, c'est assez impressionnant. Donc moi, je suis Caroline Roux, je suis infirmière en pratique avancée, donc au CHS Quirol à Limoges. Je voudrais faire un petit sondage avant tout, savoir
que les infirmiers puissent lever la main dans la salle. D'accord. Merci d'être là. Les médecins? Ouais. Merci aussi d'être là. Les psychologues? Ouais, super. Merci aussi. En fait, ça résume qu'on doit tous travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment le préambule. Alors, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de ce sujet. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Parce que suite à la demande du médecin avec lequel je travaille, qui est le docteur Calvé, je suis allée réaliser un état des lieux, en fait, des pratiques professionnelles en hôpital de jour, spécialisées plutôt sur la filière des troubles psychotiques. Comme l'a dit Sitagaku tout à l'heure, on est relativement bien organisé au centre hospitalier Esquirol, c'est-à-dire qu'on a 2 unités d'hospi, on a 3 hôpitaux du jour dédiés par filière, troubles neurocognitifs, plutôt psychotiques et plutôt la filière anxio-dépressive. On a une équipe mobile d'évaluation et de suivi de la personne âgée. Qu'est-ce que j'oublie? On a des CMP. Sur le territoire, on a 5 CMP. Donc on a vraiment des centres de proximité. Et voilà. Et moi je travaille au sein de l'UCER, donc c'est l'unité de consultation, d'enseignement et de recherche, avec 2 médecins. Donc du coup, d'aller dans cet hôpital de jour, l'objectif c'était de voir un petit peu quelles étaient leurs pratiques professionnelles, voir s'il y avait des axes d'amélioration et discuter aussi des attentes des professionnels. Et du coup, tout ça m'a permis d'aller redécouvrir, je dis bien redécouvrir, des concepts autour de la réhabilitation psychosociale pour mieux les appréhender. Parce que finalement, on en a un petit peu parlé hier, parfois on ne sait pas grand-chose en fait, et qu'on a besoin de se remobiliser autour de définitions, de concepts. Voilà, donc ça c'est important. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, de quoi va-t-on parler? De la réhabilitation psychosociale, de la population qui peut en bénéficier, des différents outils, de l'aide au déploiement. Je ferai une petite conclusion. Et puis pour finir, la stigmatisation a une place importante, l'agisme aussi. Je vous montrerai une petite vidéo. J'espère que ça va marcher, ça me fait un peu flipper. On va faire un peu d'historique. L'origine des soins en santé mentale personnalisés ou encore axés sur le plein exercice de la citoyenneté et le rétablissement est bien connu. Ce paradigme finalement humaniste remonte en 1801 avec les travaux précurseurs du docteur Philippe Pinel, que vous voyez sur le haut, et de son compère Jean-Baptiste Pussin. C'était déjà un duo infirmier ou cadre infirmier, médecin, psychiatre. Dans les années 50, l'avènement des neuroleptiques, ça a constitué une véritable révolution, vous le savez tous, pour diminuer les symptômes, mais aussi la réduction des rechutes. Et du coup, ça a aussi entraîné un processus de désinstitutionnalisation qui s'est engagé, alors qu'avant, ça paraissait complètement inconcevable. On est tous d'accord là-dessus. Donc, dans les années 90, il y a eu, dans un premier temps, le développement en France de la réhabilitation psychosociale. Ça s'appuyait sur plusieurs courants de pensée, la sectorisation psychiatrique, la psychothérapie institutionnelle et le mouvement de création d'alternatives à l'hospitalisation. En 2017, on a un décret relatif au projet territorial de santé mentale et en lien aussi avec le projet régional de santé qui nous dit qu'il faut favoriser l'accès aux soins de réhabilitation. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'il y a des gens qui font de la réhabilitation dans la salle? Personne? Yes.
Bon, ben moi qui pensais que vous alliez m'aider. Donc, il n'y a pas vraiment de définition consensuelle. Il s'agit de mettre en œuvre des soins basés sur la personne et sur son potentiel de développement. Donc, en gros, nous pouvons dire, donc c'est dans le traité de réhabilitation psychosociale de Nicolas Franck, que la réhabilitation psychosociale, ça désigne à la fois des pratiques, une posture qui promeuvent des capacités à décider et à agir des personnes ayant des troubles mentaux sévères. Elle a pour enjeu de favoriser le rétablissement personnel, l'inclusion sociale, en tenant compte de la nature et de la complexité de leurs besoins, et en s'appuyant sur leurs capacités préservées et en respectant leurs choix. On voit bien qu'on change le paradigme. On n'est plus sur les déficits. Alors, on va les identifier, on verra plus tard, mais ça veut dire qu'il faut qu'on change notre regard. Et ça prend du temps. On a parlé de rétablissement. Qui mieux que les pères aidants ou les personnes rétablies peuvent en parler. Donc il y a Patricia Degan, qui est schizophrène, qui a donné une définition, sa définition, parce que le rétablissement, il peut avoir plusieurs définitions en fonction du patient. Elle dit, le rétablissement, c'est un processus et non un point final ou un résultat. Se rétablir, ça ne veut pas dire que l'on est guéri, ou simplement dans un état stable. Le rétablissement, c'est un processus de transformation au cours duquel on accepte ses limites et on découvre en soi tout un potentiel de nouvelles possibilités. C'est le paradoxe du rétablissement, en fait. En acceptant ce que nous ne pouvons pas faire ou être, nous découvrons, en fait, qui nous pouvons être et ce que nous pouvons faire. Ça va ? Donc le rétablissement, il ne fait pas référence à une guérison clinique ou à une disparition des symptômes, mais à une possibilité de redonner un sens à sa vie à travers des activités, un mode de vie satisfaisant pour la personne. Donc la reprise du contrôle de sa propre trajectoire et l'accès à des responsabilités favorisent l'espoir. Et du coup, une place sociale plus valorisée et l'appropriation de son devenir. Donc il y a plusieurs dimensions dans le rétablissement. Donc au centre, vous voyez le rétablissement personnel, qui correspond à la restauration du sens de l'existence, la responsabilisation, l'espoir, on en a déjà parlé. Donc, le rétablissement personnel, il peut être défini que par le sujet lui-même. Après, vous avez le rétablissement clinique, la rémission symptomatique, donc les interventions psychologiques et pharmacologiques, qui restent primordiales étant donné la souffrance que les symptômes peuvent entraîner. La troisième dimension, c'est le rétablissement social, qui va questionner l'autonomie en termes de logement. Alors l'emploi chez nos personnes âgées, pas vraiment, mais ça pourrait très bien faire partie d'associations ou d'autres choses, de revenus et de relations sociales. Et le rétablissement fonctionnel, donc c'est la restauration de la capacité à affronter des situations et à se saisir de ses capacités et de ses limitations. En fait, l'approche centrée sur le rétablissement, elle doit agir sur toutes ces dimensions. C'est une approche intégrative et ça favorise l'autodétermination de la personne. Alors vous allez me dire, l'autodétermination, ils ont un insight faible, oh là là, où est-ce qu'elle est partie ? Il y a des facteurs entravant au rétablissement. Donc les symptômes psychiatriques, les addictions, les pathologies somatiques, le manque de motivation, la mauvaise estime de soi, les troubles neurocognitifs, les altérations de la cognition sociale et des compétences sociales et les troubles métacognitifs. En gros, pour quelle population ? Pour toutes les personnes vivant avec un trouble psychique stabilisé.
il y a une étape indispensable préalable à la réhabilitation psychosociale qui consiste à la réalisation d'une évaluation fonctionnelle multidisciplinaire. Et là, je vais vous parler de l'équipe qui comporte un psychiatre, un neuropsychologue, un ergothérapeute, un infirmier, une psychologue, un orthophoniste, des pairs aidants. Quid chez la personne âgée? Je ne sais pas du tout au niveau national si on a des pairs aidants plutôt sur la filière psychiatrie de la personne âgée. Ce n'est pas des éléments que je suis allée chercher parce que j'avais déjà beaucoup d'éléments à apporter. Du coup, la réhabilitation psychosociale, elle est destinée à mettre en évidence des compétences sur lesquelles les personnes peuvent s'appuyer, à les mettre en perspective avec leurs limitations. Elle comprend une évaluation du fonctionnement cognitif, avec un bilan neuropsychologique et de la cognition sociale, une évaluation de l'autonomie au quotidien, et du coup, elle débouche sur un programme de rétablissement. L'évaluation neuropsychologique, elle est précédée par une recherche de la plainte cognitive, elle est complétée par une recherche des répercussions fonctionnelles et une évaluation de l'autonomie quotidienne. Il y a un tas d'échelles dont je vous ne parlerai pas du tout aujourd'hui parce que c'est très complexe et finalement c'est pas mon domaine. Donc il y a des échelles psychosociales qui sont plutôt utilisées pour objectiver le retentissement dans le domaine du bien-être. Il y a des échelles de qualité de vie, de l'estime de soi, de l'insight, de l'autostigmatisation et du fonctionnement social. Donc il y a quand même un grand nombre d'échelles à faire passer. Et là, vous commencez à vous dire, ah, le process, il n'est pas simple. En tous les cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Donc il y a 3 étapes. Le diagnostic de réhabilitation, donc vous avez compris, donc c'est en évaluation multidisciplinaire. Donc ce diagnostic, il se compose d'entretiens d'évaluation et de questionnaires standardisés, effectués donc par l'équipe, et il va porter sur les besoins et les attentes de l'usager, du coup. À l'aide d'entretiens plutôt semi-directifs, avec des questions ouvertes, pour laisser la place à la personne. Il y a des échelles d'évaluation structurées, on en a parlé, qui permettent de repérer les besoins à la fois de la famille, du professionnel et de la personne. Vous avez vu le lien qu'a présenté Élodie entre la subjectivité et notre regard à nous, de professionnels. Et le regard des aidants est encore différent avec tous les liens que ça engendre. Des ressources matérielles, physiques, mentales, cognitives, comportementales, socio-relationnelles, et les difficultés de la personne. Les répercussions fonctionnelles et les difficultés des limitations autodéclarées ou observées par la personne, les professionnels, l'entourage et celles objectivées par les échelles. Après, vous avez la phase de planification. Donc là, la phase de planification, elle permet de fixer des objectifs avec le patient, donc qui sont strictement personnalisés. On est d'accord que ce n'est pas nos objectifs. Moi, si demain vous me fixez des objectifs, ça m'étonnerait que je les atteigne. Non, ça ne fonctionne pas en fait. Donc l'intérêt, c'est qu'eux, ils aient leurs propres objectifs et les amener à définir leurs propres objectifs. Donc ils sont strictement personnalisés, je vous ai dit. Dans la phase d'intervention permet la mise en place du projet de réhabilitation psychosociale et son évaluation pour permettre en fait la réadaptation des objectifs. D'accord ? Si nécessaire. Qu'est-ce qu'on a comme outils? Donc les outils, on a la psychoéducation. Donc en fait, c'est les mêmes outils qui sont utilisés que chez l'adulte, chez la personne âgée. Mais qui sont adaptés pour tenir compte des spécificités du vieillissement. Donc il y a les spécificités du vieillissement, on a les problématiques iatrogènes, les comorbidités gériatriques, la perte des repères sociaux, l'isolement, on en a parlé, les limitations fonctionnelles, les déficiences sensorielles, hyper important. Trop de gens viennent sur les temps de consultation sans leurs appareils auditifs ou même leurs lunettes. L'augmentation du sentiment de vulnérabilité.
Donc les outils, il y a la psychoéducation, la remédiation cognitive, que je vais détailler, mais sommairement quand même, les interventions psychosociales, les thérapies cognitivo-comportementales, le soutien aux aidants et le soutien social. Oh, je me suis trompée de flèche. La psychoéducation. Alors, la psychoéducation, ça a été créé pour répondre aux troubles de l'insight. Ce n'est pas un simple apprentissage, en fait. Elle interroge la relation à la maladie, au traitement, et elle permet son évolution. Elle implique la dimension pédagogique, et elle permet l'acquisition de connaissances. La dimension psychologique, elle peut entraîner l'acceptation de la maladie et des renoncements. La dimension cognitive et comportementale qui restaure les compétences et mobilise les ressources. En fait, elle place la personne et ou sa famille en tant qu'actrice. Pour qui la psychoéducation? Donc, je viens de le dire. Pour le patient, pour sa famille. Il y a des programmes comme Pro-Famille qui sont plutôt plus longs, des programmes plus courts, bref. Il me semble, je ne sais pas s'il y a des gens du Vinatier, mais qu'il y a des programmes bref, spécifiques à la maladie d'Alzheimer qui sont en train de se développer. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a seulement 3% des familles de patients schizophrènes qui sont formées. C'est quand même pas beaucoup. Donc on pourrait se questionner sur les liens à explorer autour de ça. Pourquoi les familles n'accèdent pas à la psychoéducation? Quels sont les freins? La psychoéducation, je vous en prie. La psychoéducation, donc, elle permet l'acquisition d'un savoir-faire et d'un contrôle de la maladie et du traitement. Donc, les principales prises en compte sont le rôle des facteurs biologiques à travers l'explication du modèle vulnérabilité, stress, résilience, les symptômes, les manifestations de la rechute, les modalités thérapeutiques, dont les traitements psychopharmacologiques, les effets bénéfiques, les effets indésirables, la balance bénéfice-risque et les comorbidités addictives. Dans la littérature, il y a une étude qui est sortie en mai 2024, donc c'est assez récent, du programme Pro-Famille qui a été fait en Suisse romande et qui dit qu'au niveau des données scientifiques, il y a une réduction significative des rechutes et de réhospitalisation. Il y a une baisse du taux de tendance des suicides des proches et chez les patients de moitié si leurs proches ont suivi un programme. Il y a une meilleure adhésion au traitement médicamenteux. Alors sur le court terme, il y a une preuve de qualité modérée et sur le moyen terme, il y a quand même une preuve de qualité faible. Et ça s'engendre une amélioration de la qualité de vie. Ça va toujours? La remédiation cognitive. Donc, elle s'appuie sur la participation active de l'intéressé dans le but d'améliorer son autonomie quotidienne. Elle comporte des entraînements cognitifs. Les cibles de la remédiation cognitive sont la neurocognition avec l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives, la métacognition avec la conscience de ses états mentaux et ceux d'autrui, et la cognition sociale, la capacité à comprendre en fait les états mentaux et les émotions d'autrui et à attribuer à des intentions à autrui. Le déficit cognitif léger. Les objectifs de la remédiation cognitive, c'est restaurer ou compenser les déficits cognitifs, améliorer, du coup, vous l'avez compris, les performances mnésiques liées à l'âge, et améliorer les altérations cognitives liées aux troubles psychiques. Il y a des résultats prometteurs dans les troubles anxieux et la dépression. Après, c'est quand même plus mitigé dans la schizophrénie. Les interventions psychosociales. Donc elles doivent garder une vue réaliste du vieillissement et du coup ça suppose de ne pas nier les possibilités qui restent encore chez la personne âgée, mais ne pas éliminer les contraintes liées à l'âge.
Elle comporte des approches spécifiques et ou intégratives dans lesquelles les psychothérapies sont couplées à d'autres interventions, ergo, kiné, préparateur d'activités physiques adaptées. Donc plusieurs approches ont montré des preuves chez le sujet âgé. Les TCC utilisent les mêmes stratégies que chez l'adulte, mais en prenant en compte les adaptations. L'entraînement aux compétences sociales a montré de l'efficacité chez le sujet âgé atteint de schizophrénie, et les thérapies interpersonnelles se prêtent au défi en lien avec le vieillissement et le fonctionnement interpersonnel. Je ne sais plus si je vous ai dit les objectifs des interventions psychosociales. Non, je ne crois pas. Hein, vous suivez? Savoir gérer les interactions sociales, diminuer la solitude et l'isolement, et remobiliser ou renforcer l'autonomie dans la vie quotidienne. Bon, je vous ai mis quelques articles autour des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, elles se comportent autour de 5 axes. Les croyances dysfonctionnelles sur le vieillissement, les pertes et transitions, on est chez le sujet âgé, les pensées dysfonctionnelles sur les maladies somatiques, les croyances de génération et les changements dans l'investissement des rôles. Il y a Gabriela Stéphane qui a fait un article de synthèse sur la réhabilitation psychosociale chez le sujet âgé. Je voulais vous la citer parce que vous puissiez le retrouver. Le soutien aux aidants. Donc, il diminue le fardeau des aidants. L'objectif, c'est de diminuer le fardeau des aidants. On le connaît bien, ça a été étudié. Améliorer la relation patient-aidant et rationaliser les difficultés de la personne malade. Donc, il y a plusieurs approches psychothérapiques qui ont été développées et étudiées chez les aidants, les TCC, la pleine conscience et la thérapie familiale systémique. Le soutien social. Donc, il existe 2 types d'actions. L'action d'adaptation du patient à la vie en communauté, qui contribue au sentiment d'appartenance, en fait, et l'inclusion sociale pour la lutte contre la précarité, les garanties de ressources de base. Un mot sur la déstigmatisation, donc la double, voire triple stigmatisation de la personne âgée. Une méta-analyse a révélé une forte association entre la stigmatisation des maladies mentales intériorisées, donc l'autostigmatisation, et les ressources psychologiques plus faibles, notamment en lien par rapport à l'espoir, l'estime de soi, l'autonomie. Une observance plus faible du traitement et une plus grande gravité des symptômes. La citoyenneté, elle inclut l'accès aux droits, les aides financières et les loisirs. Et bien sûr, il y a une importance autour des politiques de santé. Alors, vous voyez que c'est complexe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour aider au déploiement de la réhabilitation psychosociale? Les pouvoirs publics ont souhaité promouvoir le déploiement et dans les projets territoriaux de santé mentale. Donc, pour aider les professionnels à répondre à cette demande, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l'ANAP, a souhaité proposer une démarche de structuration des dispositifs de réhabilitation psychosociale de proximité, assortie d'indicateurs d'évaluation, donc ce qui est intéressant quand même parce qu'on va évaluer, des fiches pratiques qui retracent les différents métiers mobilisés par cet exercice pluridisciplinaire. Il y a des pratiques organisationnelles autour de la réhabilitation psychosociale qui ont été éprouvées par des équipes pionnières de terrain. En conclusion, donc bon, vous avez compris, c'est un défi pour les équipes de psychiatrie de la personne âgée. Le défi, c'est aussi de continuer à créer du lien. Parfois, ce lien, on le perd, se faire confiance, de les accompagner, travailler autour des mesures d'anticipation en psychiatrie. On en a peu parlé pour rationaliser les mesures d'isolement et de coercition qui peuvent aussi rompre la confiance.
Dans certaines études, on dit même qu'il y a des syndromes post-traumatiques, mesures d'isolement et de contention, à la fois chez le patient et à la fois chez le soignant. Renforcer les ponts avec les autres spécialités, la gériatrie, la neurologie. On a besoin de travailler ensemble, c'était mes propos du départ. J'adore ça en fait. Penser parcours et pas seulement spécialité. Nécessité du case manager, vous avez vu que c'est compliqué et dans un parcours, ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a des défis autour de la structuration de la réhabilitation psychosociale car il y a des disparités territoriales. Il y a nécessité de former les professionnels. Donc ça, c'est un peu quand même le job des centres ressources en réhabilitation psychosociale sur le territoire. Poursuivre les travaux de recherche en PPA. Bon, vous avez vu, on n'a pas beaucoup de preuves. Penser auto-stigmatisation, qui est un frein au rétablissement. Donc c'est des questions qu'on peut poser aussi aux patients. Et soyons créatifs, inventifs, pour améliorer la qualité de vie, parce que c'est ça l'indicateur de nos patients. Je voudrais juste vous montrer un petit film. Alors, je ne sais pas si ça va passer, parce que je ne suis pas hyper douée en informatique. Si, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important quand même. Pour faire le lien avec mon cœur de métier, qui est infirmière, il y a une théoricienne en soins infirmiers qui s'appelle Laura Gottlieb, en fait, qui a développé une théorie de soins infirmiers qui est fondée sur les forces. Il y en a qui la connaissent ou pas? Laurie Gottlieb. G-O-2-T-L-I-E-B. Et du coup, ça pourrait, sa théorie de soins pourrait aider à appuyer la culture de réhab autour de la posture des professionnels infirmiers. Et le mot posture, il fallait que je le place. Je vous montre la petite vidéo si ça fonctionne. Donc c'est une vidéo qui a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, qui est courte, en lien avec l'agisme. Alors, je ne sais pas si tout le monde parle anglais. Moi, je ne le parle pas très bien, mais il y a des très bons traducteurs. C'est en anglais. Vous êtes prêts? Prêts, feu, go, partez. Ah, ça va marcher. Si. It feels like I'm not given a chance. I lack experience. I'm baggage. Only weighing people down. Looking at my age like it is a disease. And it hits. When people see only my age. It feels like I'm not given a chance. I lack experience. I'm baggage. Bon, ça marche mal, je suis désolée. Oh là là, le flop, c'est pénible. Je suis désolée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Donc on a un petit peu de temps pour faire des échanges. Donc est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport... Peut-être que les trois oratrices peuvent se rapprocher. Personne n'a... Ah. Bonjour, je suis infirmière avec mes collègues sur la Côte d'Or, on va dire, et on a un temps dans notre organisation d'équipe mobile rurale, du coup, pour les personnes âgées en gérontopsychiatrie. Vous avez parlé de l'âge limite, ça m'a un peu étonnée.
Je ne sais plus, peut-être la première. Vous avez dit que vous preniez... C'était ma collègue, c'est ça? Je me demandais qu'est-ce que devenaient les autres patients. Après 80 ans, je crois, c'est ça? 70 C'était 65, 70? Non, en fait, je pense que c'était pas mon propos, c'était pas ce que je voulais transmettre en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on les prend à partir. D'accord, ok. Voilà, à partir. Et on a des centenaires. Voilà. Et pardon, votre durée de prise en charge, du coup, elle est... On est sur des moyennes. Donc en moyenne, c'est 4 mois, on va dire, sachant qu'on a des prises en charge parfois longues. Et en fait, dans notre équipe mobile, toutes les équipes ne fonctionnent pas forcément de la même manière, on a pour habitude de les garder avec nous jusqu'à ce qu'on puisse les orienter. Donc tant que l'orientation n'est pas faite, on continue. D'accord. Très bien, merci. Oui, ça pose le problème de la différence entre l'âge chronologique et l'âge physiologique. Parce que si vous prenez des patients en masse, ils ont 50 ans et ils ont 80 ans, c'est comme des personnes âgées. Donc on peut se poser des questions sur, mais c'est bien sûr les critères d'âge. Tu peux peut-être poser le distinguo entre la coordination entre les équipes adultes et personnes âgées, parce que des fois ça peut être une discontinuité. Oui. Oui, alors, en fait, on travaille en collaboration avec les équipes du territoire, du CMP, sachant qu'eux n'ont normalement pas de limite d'âge, mais nous, on est considéré comme une surspécialisation, donc on apporte en fait une expertise gérontopsychiatrique, on peut faire des binômes, CMP plus équipe mobile, donc la prise en charge peut débuter par exemple sur un CMP, on peut avoir un regard par le MPSA, donc évaluation, réorientation CMP, suivi CMP en continu, ou parfois on a des situations qui nécessitent une intervention première des EMSA, donc on intervient. Le CMP est informé, mais n'a pas forcément, l'orientation ne se fera pas forcément vers le CMP. Donc ensuite on a des orientations qui peuvent se faire vers un médecin généraliste, par exemple, pour une prise en charge en continu. Donc voilà, tout dépend de la pathologie rencontrée, des difficultés également sur le terrain, mais il y a une vraie collaboration avec les équipes du terrain, du CMP. D'autres questions ? Non. Alors, je voulais juste souligner, notamment que les IPA, non seulement ce sont des personnes qui sont limitées à reconduire les prescriptions des médecins, elles ont plusieurs autres possibilités, notamment aider à la coordination, parce que des fois ça manque un peu de temps au sein des équipes, à la formation et aussi à la réflexion sur un certain nombre de sujets. Peut-être que Caroline, tu pourrais juste dire, parce que tu as dit tu allais voir faire un audit hôpital de jour, tu n'as pas parlé de cet audit, tu as juste raconté la réhabilitation psychosociale, peut-être tu voudrais échanger sur finalement qu'est-ce qui se passait dans cet hôpital de jour qui amène cette réflexion. C'est une question difficile et comment dire, un peu complexe émotionnellement, parce que j'ai été en difficulté par rapport à mes collègues infirmières en fait. Enfin pas par rapport à mes collègues infirmiers, plutôt par rapport à je sais pas comment vous dire ça en fait, par rapport à l'institution et à la place qui peut être laissée à l'IPA dans une démarche d'analyse de pratique, en sachant que pourtant j'avais comment dire, bordé, je trouve ça joli et doux, j'avais bordé le fait que je vienne avec la carte de santé, en lui expliquant que on n'était pas en compétition, que elle était plutôt sur un management, on parle du leadership chez l'IPA, un management, un leadership de management, et moi plutôt sur un leadership clinique, et que du coup la force de l'IPA en fait c'est de travailler avec les autres. Je crois que, j'espère que vous l'avez perçu à travers ma présentation. Et du coup, ça a quand même créé des problématiques. Inconsciemment, j'ai quand même continué à développer l'idée de la réhabilitation psychosociale et de voir comment, au sein de notre filière, on pourrait l'organiser. Mais parfois, il faut aussi accepter
que ce soit pas le bon moment, tout simplement. Tu voulais que je précise autre chose ? Par contre, j'ai rien contre les cadres de santé, bien entendu. Hein. Parce que 3 ans après, il faut quand même le dire, je travaille très bien avec eux. Le problème, les enjeux n'étaient pas, il n'y avait pas que cet enjeu-là. Mais par contre, j'avais pas toutes les informations. Donc j'ai été un peu dépassée. Oui, c'est juste pour dire que peut-être certains d'entre vous et que peut-être voilà, ils ont peut-être des retours d'expérience différents de la façon dont ils travaillent avec ces nouveaux professionnels, etc. Voilà.